Bonjour. Mon propos est de vous retracer les grandes étapes de la musique de film. Ses joies et ses peines, ses espoirs et ses désillusions, ses rêves et cauchemars, ses mariages et ses divorces, bref, tous ses secrets. Mon propos est de vous retracer les grandes étapes de la musique de film. Ses joies et ses peines, ses espoirs et désillusions, ses rêves et ses cauchemars, ses mariages et ses divorces, bref, tous ses secrets. Mon propos est de vous retracer les grandes étapes de la musique de film, ses joies et ses peines, ses espoirs et désillusions, ses rêves et cauchemars, ses mariages et divorces, bref, tous ses secrets. Vous pensez que tout ce que je viens de dire vous a procuré des sentiments différents? Mais ce n'est pas ce que je viens de dire qui vous a procuré ces ressentis. C'est la musique. La musique de film, elle a un pouvoir extraordinaire de nous manipuler l'oreille de A jusqu'à Z. Elle nous emmène où elle veut, comme elle veut, quand elle veut, pour notre plus grand plaisir. Et si la première partition pour le cinéma est née en 1908 avec Camille Saint-Saëns qui a composé sur l'assassinat du duc de Guise, de Calmette, la véritable épopée en fait de la musique de film commence en 1927. Vous savez, c'est un peu compliqué, le son. Donc, le cinéma existe officiellement depuis 1895. On va dire que c'est la date anniversaire avec les Frères Lumière. Mais le son, lui, c'est beaucoup plus compliqué. On a mis presque 30 ans avant de trouver le moyen de mettre du son dans un film. Et notamment à cause des micros qui étaient unis. Là, on entendait. Ce qui n'était pas très, très pratique. Donc, le chanteur de jazz en 1927, c'est une véritable révolution. Vous savez les petites encoches qu'il y a sur les côtés du film? Et bien, quand le film a tourné, grâce aux encoches, tac, il y a le gramophone qui s'est mis en route et on a pu avoir la musique en même temps que l'image en 1927. C'était extraordinaire, les gens étaient fous dans la salle, ils ont applaudi à tout rompre. Et comme les 78 tours de l'époque duraient 4 minutes, ça durait 4 minutes, puis après on revient avec les... Parce que non seulement il y a la musique dans un film, mais en plus il y a les bruits, il y a les dialogues, il y a tout un tas de choses, et ça c'était compliqué à mettre en place. Mais on y arrive, et c'est au début des années 30 qu'on commence à voir les grands noms de la musique de film. Évidemment, tous ces grands noms viennent du classique. Tous ces gens-là, ils ont biberonné du Mozart, du Schumann, du Beethoven, du Wagner. Donc tous les grands noms viennent forcément d'une culture classique. On va avoir Maurice Jaubert en France, qui va faire un des plus beaux films de l'histoire du cinéma qui s'appelle L'Atalante. On va avoir Prokofiev et bien sûr on va avoir Chaplin, qui avait tous les teurs. Acteurs, compositeurs, producteurs, réalisateurs, tous. Le premier courant de la musique de film, c'est le Mickey Mousing. Vous savez Mickey Mouse, le petit personnage de Disney. Parce qu'au début on va avoir une musique non pas pléonastique, parce que ce serait trop méchant vis-à-vis du courant du Mickey Mousing, mais on va avoir une musique, on va demander au compositeur d'accompagner l'image. On va demander au compositeur de faire des musiques qui font peur, des musiques d'amour, des musiques de guerre, des musiques d'amour qui se finissent bien, des musiques d'amour qui se finissent mal. Et la musique va accompagner l'image. Si vous vous souvenez de La Belle et la Bête, de Jean Cocteau par exemple, eh ben, c'est La Belle et la Bête et la musique. Georges Auric, c'est évident qu'il a fait une musique à part entière. Donc plutôt que de voir une musique bavarde, on peut voir une musique qui vraiment accompagne les images et qui va parfois baliser notre oreille. Excusez-moi. Et c'est à ce moment-là que Hollywood va se structurer. La grande industrie d'Hollywood, à partir des années 30. Eh bien, vous savez quoi? Les grands compositeurs d'Hollywood, eh bien, ils sont de chez nous. Ils étaient européens. Ils sont venus, pour la plupart, dans les années 40, il y a eu la montée du nazisme, bien évidemment, et ils sont venus se réfugier aux États-Unis. On a Max Steiner, la star de l'époque qui a fait notamment King Kong. On a Korngold qui a fait les aventures de Robin des Bois. Errol Flynn, vous savez, son petit collant vert. On a Dimitri Tiomkins, Le train sifflera 3 fois, excusez du peu,
qui est autrichien. On a Miklos Rosa Ben-Hur. Et on a donc tous ces compositeurs qui viennent des pays de l'Est, qui vont façonner la musique d'Hollywood et qui vont avoir une influence vraiment considérable sur la musique de film hollywoodienne. Et là, maintenant, on passe au deuxième courant, qui est Bernard Herrmann. Bernard Herrmann, c'est le compositeur qui a fait les plus grands chefs-d'œuvre d'Hitchcock, que vous voyez tout en haut. Pourquoi c'est un courant à lui tout seul? Pourquoi il a apporté du nouveau? Parce que, imaginez, je vous racontais le Mickey Mousing, comment on accompagnait une musique. Il y avait des grands thèmes. Je ne peux pas chanter aujourd'hui, mais vous voyez, autant on emporte le vent, des grands thèmes hollywoodiens qui passaient. Bernard Herrmann, lui, pas du tout. Il a fait une musique, il a commencé à composer une musique qui va agir sur l'émotionnel. Il va faire des petites séquences détachées les unes des autres qui vont s'imbriquer entre elles comme des Legos. Des petites séquences, pas vraiment des thèmes, mais qui vont agir sur notre côté émotionnel. Par exemple, nous, le corps humain, on n'aime pas trop les sons très très aigus. Ou on n'aime pas quand il y a des bruissements d'insectes. Donc tout ça, on va s'en servir pour faire des films, par exemple, qui font peur. Et Bernard Herrmann va trouver ça, notamment dans Psychose. Il va vraiment arriver à trouver le moyen d'agir sur notre émotionnel et non pas sur la musique qui raconte quelque chose dessus. Et ça, c'est un courant à lui tout seul. Et il est arrivé à Hollywood. À Hollywood, vous savez, c'était des casques, des castes. Et lui, il a décidé de balayer tout ça. Il a dit, moi, je fais tout. Avec le mauvais caractère qu'il avait, remarquez, ça ne m'étonne pas, mais il a décidé de tout faire, de faire en plus la musique, de faire les arrangements, de diriger lui-même l'orchestre. Et ça a donné les chefs-d'œuvre que vous pouvez voir là-haut. Après ça, le troisième courant que moi j'appelle, c'est un courant à lui tout seul, un peu comme Debussy et Ravel, l'auditorium, qu'on ne peut pas classifier dans un courant. Et ce courant-là, c'est Ennio Morricone. Il a 60 ans de carrière cette année, Ennio Morricone. Il a fait plus de 500 films. Et il a eu des astuces de musique, notamment sur les western spaghetti, pour ne parler que de ça, absolument prodigieuses. Ça a l'air tout bête comme ça, mais vous savez, le bon, la brute et le truand. Pardon pour ma voix. Ben, c'est le son du coyote, par exemple. Et donc à chaque fois, il s'est débrouillé pour prendre un son du film et pour le magnifier quelque part. Il était une fois dans l'Ouest, il va prendre le bruit de la roue à eau dans le générique, dans l'avant-générique du film. Il y a une roue qui fait et qui va donner ce son extraordinaire qu'on va retrouver, qui va être cloné beaucoup de fois, qui va faire toute la saveur. Il était une fois dans l'Ouest. Et il va nous mettre des films en pleine guerre de sécession avec une guitare électrique, une batterie. À l'époque où l'électricité n'existait même pas, et ça gêne personne. Il va nous faire les bruits des chevaux, il va nous faire tout un tas. Il va mélanger avec des gens qui vont chanter chong, chong, chong. Et c'est juste extraordinaire parce que ça marche. Ces musiques, elles sont imprimées dans la pellicule, les musiques de Morricone. Et puis, le quatrième courant, on a John Williams. Alors, je vous ai parlé du Mickey Mousing, je vous ai parlé du côté émotionnel, des grandes émotions, et aussi de Bernard Herrmann, qui savait captiver son public en faisant des thèmes très courts qui agissent sur l'émotionnel. John Williams, lui, va faire tout à la fois, notamment dans Star Wars, où il y a beaucoup de personnages et beaucoup d'époques différentes, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire qu'il va pouvoir réconcilier, s'il y a besoin de réconciliation, l'histoire du Mickey Mousing, qu'il va utiliser pour certaines de ces scènes dont il a besoin, mais aussi des grands thèmes. Regardez la liste de Schindler, c'est un thème magnifique. Il va en même temps arriver à prendre toutes ces composantes et à les mettre dans ses films, d'autant qu'on part dans les années 80, c'est l'ère Spielberg, donc il va faire tous les films de Spielberg, et il va vraiment en plus arriver à un moment particulièrement important de ça, de la musique de film qui va vraiment changer. Maintenant, on pourrait parler du cinquième courant, qui est notre courant actuel, mais pour ça, on a nos invités qui vont vous en parler, donc je ne vais pas développer. Par contre,
j'ai une petite tendresse pour les couples réalisateurs-compositeurs. Et pour cela, je voudrais vous présenter une vidéo qui a été faite ici, dans cet auditorium, lors des prix UCMF que nous avons donnés l'année dernière, où il y a eu Francis Lay et Claude Lelouch, et je préfère leur donner la parole. Avec Claude, comment vous êtes-vous rencontrés ? Ça a été un concours de circonstances incroyable, puisque c'est Pierre Barrault qui a provoqué la rencontre avec Lelouch. Il m'a dit, écoute, je connais quelqu'un qui fait de la musique comme toi tu filmes. Il faut absolument que vous vous rencontriez. Et un jour, il m'a emmené Francis Lay avec son accordéon chez moi. Et puis, on ne s'est plus quitté depuis 50 ans. Voilà. Et il a dit à Claude, j'ai dit, je travaille avec un musicien, normalement ça devrait coller ensemble. Et on s'est présenté, on lui a fait écouter quelques chansons que nous avions écrites, dont une qui s'appelle L'amour est bien plus fort que nous. Et Lelouch a dit, ah mais j'aime beaucoup cette chanson, est-ce que vous pouvez me la mettre de côté pour mon prochain film ? Claude a la réputation de garder le secret auprès de ses acteurs de ce qui va se passer. Est-ce que il vous donne quand même des informations pour composer la musique ? Oui, il me raconte l'histoire du film quand même. Il me donne quelques points précis où je sens qu'il souhaiterait avoir quelques... Mais ce qu'il ne veut absolument pas, c'est que la musique fasse un doublon avec l'image. Il veut que la musique joue son propre rôle, c'est-à-dire le rôle d'un acteur. Et il réussit parfaitement bien. Vous voyez, je parle des couples réalisateurs-compositeurs parce que c'est important. Tous les compositeurs rêvent de ça. Que c'est quand même assez pratique. Francis Lay, par exemple, peut raconter pour Itinéraire d'un enfant gâté avec Belmondo, vous voyez, en 84, je crois. Il me racontait que Lelouch lui avait juste dit « Tu me fais une musique de cirque symphonique ». C'est un peu comme s'il lui demandait de faire un gâteau au chocolat à la moutarde. Que ça n'a rien à voir, le cirque et symphonique. Mais il n'avait pas besoin de parler plus. C'est-à-dire qu'ils se comprenaient. Et le dialogue entre réalisateur et compositeur est vraiment important. Le compositeur doit vraiment entendre et comprendre de l'intérieur ce que désire le réalisateur. Et pour ça, il n'y a rien de tel que de bien se connaître. Alors on a des couples, pour finir, on a Alexandre Desplat et Jacques Audiard, par exemple. On a Vladimir Cosma et Mocky, on a Bruno Coulet, Jacques Perrin, on a Gabriel Yared et Minghella. Là, je parle plutôt de sous nos latitudes. Merci beaucoup, Elisabeth.